Donc conjuguer durablement santé et performance, un enjeu de carrière. L'origine de cette thématique-là, elle vient d'un partenariat entre la Mutualité sociale agricole du département du Maine-et-Loire en 2010 et pour justement faire avancer l'ensemble des professionnels de la filière équestre sur cette thématique importante du santé, du travail et de la performance. Avec deux axes, un sur la sécurité, c'est-à-dire développer des savoir-faire de prudence, et puis l'autre sur voir comment on peut avoir une meilleure condition physique et mentale, hein, en sachant que le métier de cavalier est exigeant. Donc vous voyez les petites icônes du livret là que vous pourrez également télécharger sur les sites de la MSA. J'y reviendrai un petit peu plus loin sur quelques diapos. Donc ça a fait l'objet de la réalisation d'un guide pédagogique adressé aux professionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle le socle de la performance au regard de la santé. Finalement, une vision à courte vue qui consiste à vouloir gagner de l'argent ou avoir des résultats peut en fait très rapidement détériorer la santé. Et en fait, si on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte que la santé est capitale parce que à partir du moment où un ou plusieurs salariés sont blessés ou malades, on se retrouve obligatoirement avec de l'absentéisme ou un travail qui est plus difficilement réalisé. Et à terme, la logique économique n'est pas respectée puisqu'on se retrouve avec des, des, une entreprise qui fonctionne moins bien et qui ne va pas vers la performance. Le cavalier, un sportif qui s'ignore, c'est bon, les choses s'améliorent d'année en année, mais le message fort à passer, c'est que le cavalier est un athlète. Donc là, on voit Maxime Livio avec un appareil pour tester sa consommation d'oxygène, un jockey sur le simulateur. Hein, donc les études vont dans ce sens-là pour essayer de mieux comprendre l'athlète qui est le cavalier. Petit schéma, bon, bien sûr qui diffère selon la discipline, l'âge, le cheval, le contexte de compétition, mais il n'empêche que on se rend compte que l'activité du cavalier est très importante. Là, on voit un petit schéma avec un cheval au repos, au pansage, bien sûr, lui est à son niveau de fréquence cardiaque minimale, alors qu'on verra que le cavalier, lui, peut profiter du pansage pour augmenter sa fréquence cardiaque. Les deux partenaires se retrouvent avec un niveau de fréquence cardiaque de 100 battements par minute dans le début de l'échauffement. Ensuite, on voit un cheval qui monte beaucoup plus haut en fréquence cardiaque, parce que le cheval est un athlète supérieur à l'homme du point de vue cardiaque, mais quand même un cavalier en moyenne qui, sur les efforts intenses de galop ou de saut, a une fréquence cardiaque qui va au-delà des 160, 70, voire 180 battements minute, donc c'est pas rien. Ensuite, c'est intéressant de voir la récupération, donc la phase de récupération, avec finalement un cavalier qui récupère beaucoup moins vite que le cheval. Donc contrairement à quelquefois à certaines idées reçues, les repos dans les séquences d'entraînement sont prioritairement pour le cavalier et bien entendu aussi pour le cheval. Une diapo sur quelques exemples d'une étude épidémiologique, c'est-à-dire une étude qui essaye de comprendre les blessures et les maladies humaines sur du long terme, peut être touchée. Je ne vais pas rentrer réellement dans les chiffres, c'est juste chez le cavalier ou chez le professionnel des activités équestres peut être touché. Je ne vais pas rentrer réellement dans les chiffres, c'est juste pour marquer les esprits. Et cette diapo-là est intéressante, notamment avec les pourcentages notés en rouge. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les rachialgies, c'est-à-dire les douleurs du dos, toutes les parties de la colonne comprises, sont supérieures chez les gens autour des activités équestres que la population générale. Donc c'est les chiffres inscrits en rouge qui nous le redisent là. Hein, donc à chaque fois, quelle que soit la partie du dos, on retrouve chez l'ensemble des gens travaillant autour des chevaux un pourcentage supérieur à la population générale. Alors les résultats d'ensemble, c'est que la prévalence élevée des rachialgies chez le cavalier professionnel, elles viennent pas nécessairement
dans l'activité cheval, mais plutôt dans toutes les tâches à pied, autour du cheval ou autour des écuries. Et ces douleurs, elles se manifestent à n'importe quel endroit de la journée, pas simplement à cheval. À la question posée aux professionnels, pensez-vous que votre santé est mauvaise, médiocre? En général, la majorité des professionnels répondent que leur santé est bonne, alors que ils ont pour la plupart des problèmes dorsaux ou lombalgiques. Donc ça veut dire que ça peut laisser penser que il n'y a pas vraiment de prise de conscience ou que avoir mal au dos, finalement, ça serait normal. Par rapport à tout ce qui est échauffement ou sport à côté, là voilà des pourcentages, 38% des cavaliers de l'échantillon de l'étude dont je vous parle pratiquent un sport à côté, 13 s'échauffent avant la monte, 30 uniquement dans le travail à cheval. Et on remarque que parmi les cavaliers qui se sont échauffés avant de monter, ben, 69% n'ont pas de douleur depuis les 12 derniers mois. Et une catégorie un peu particulière, les cavaliers dont la tâche principale est le travail des jeunes chevaux ne s'échauffent pas, alors que c'est souvent ceux qui ont le plus d'accidents, et en général, c'est des jeunes, jeunes hommes, donc sur des jeunes chevaux. Alors une conclusion rapide d'une étude qui est toujours en cours, hein, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir justement il y a une prévalence élevée des rachialgies dans ces métiers-là, que la pratique de l'équitation n'est pas en cause, mais qu'il s'agit plutôt des activités physiques à pied, telles que les soins et l'entretien des infrastructures, qui est à l'origine des causes de fatigue ou de blessure. Et on pense que l'équitation bien pratiquée serait plutôt un moyen de rééducation pour, pour, tout ce qui est rachialgie. Donc les solutions que pratiquent les professionnels quand ils sont blessés ou ils sont sur des douleurs aiguës, c'est de partager les tâches. Et bien entendu, les professionnels se soignent. Et la majorité, vous avez des pourcentages qui s'affichent sur les consultations, aussi bien chez le médecin, spécialiste, kiné ou ostéopathe. Nous, notre objectif, c'est de développer la prévention par l'apprentissage, d'essayer dans nos formations, et comme on le fait là sur la conférence, de faire prendre conscience au plus grand nombre de professionnels de l'importance de l'échauffement, l'importance des habitudes dans l'éducation et toutes les conséquences que ça a justement sur la qualité du geste, sur l'interaction avec le cheval également. Là, on voit un petit schéma qui résume tous les facteurs autour de la relation cavalier-cheval pour aller dans le sens d'une meilleure santé. Donc, notre travail, c'est vraiment de transmettre des savoir-faire, de les transférer aussi bien aux stagiaires en formation qu'à l'ensemble des professionnels. Petites phrases piquées à droite à gauche que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendues. J'ai pas le temps de m'échauffer le matin. J'ai pas besoin de m'échauffer, je sors pas en compétition. Je vois pas l'intérêt, le véritable sportif, c'est le cheval. J'ai pas besoin, je suis en forme, je suis jeune. Je m'échauffe quand je suis sur mon cheval. Voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est pour illustrer pour certains où en sont les représentations par rapport à cette thématique-là. Un petit diapo pour vous représenter le livret, donc vous pouvez trouver en numérique sur Internet via les sites MSA, ou si vous tapez le titre, vous tomberez dessus directement. Alors, maintenant, je vais venir sur des choses plus concrètes avec des diapos plus courtes, notamment sur des mouvements. Donc souvent, je relatais les petites phrases, on s'entend dire pas le temps, pas l'endroit pour m'occuper en fait de l'échauffement et de mon corps, hein, tout simplement. Et en fait, on se rend compte que le mouvement existe puisqu'on bouge depuis qu'on sort de sa voiture ou qu'on commence son travail à l'écurie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans ces activités quotidiennes, je peux finalement, en bougeant mieux dans un premier temps, et en prenant plus conscience de mon corps, euh, augmenter mon échauffement physique et finalement augmenter la qualité de mes gestes en termes de sécurité et d'efficacité. Donc ça commence par tous les déplacements à pied dans l'entreprise, et puis on va passer en revue rapidement le nettoyage des box, pansage, harnachement, et puis forcément l'entraînement à proprement parler. Donc toutes ces actions-là viennent solliciter l'ensemble des quatre fonctions que vous avez citées ici au milieu de la diapo. Voilà, une autre diapo sur l'échauffement, hein, c'est que ça reprend la diapo d'avant, mais avec des intitulés vraiment orientés sur l'organisme, hein. Et vous verrez qu'on ne sépare pas le mental
du physique et tout ça est très lié. Et on se rend compte que dans bien des cas, c'est pas suffisant de s'échauffer sur le cheval et que les activités d'avant, en fait, si elles sont mieux réalisées, peuvent être des vrais moments de réchauffement musculaire. Donc voilà ce que je vous propose de passer en revue. Donc ces différentes activités-là. Là, dans la présentation, on n'ira pas jusqu'à l'activité montée, on s'arrêtera aux activités d'écurie qui sont, comme je vous l'ai dit déjà, les plus traumatisantes. Donc balayage et curage, là je vous ai mis des photos clés, voilà, sur des choses que sûrement je pense que la plupart d'entre vous connaissez, mais la difficulté c'est pas de connaître, c'est de le faire, c'est de le mettre en œuvre, c'est de se l'appliquer à soi-même. Là vous me voyez au balayage, on le reverra sur d'autres outils, le simple fait de changer ses prises de main, forcément limite les douleurs et harmonise, symétrise la musculation. Donc si en général les droitiers on a plutôt la main gauche en bas, ben, pensez à inverser, hein, et également à varier entre pousser, vous savez qu'on peut balayer en poussant ou en ramenant. Et d'ailleurs, l'idéal, c'est de penser à changer les prises, pousser et ramener quand le matériel le permet, et voire même changer. Vous connaissez les ratisses, là j'ai un balai en paille de riz, mais il y a des balais type cantonnier. Donc le changement d'instrument forcément induit un changement de posture, sans compter que l'instrument doit être adapté à la tâche. Et en fait, toute cette variété, euh, prise de main comprise, limite les blessures au maximum. Voilà, même chose pour la fourche. Alors ça peut paraître un peu plus dur parce qu'on a vraiment une charge plus lourde à porter, mais il faut vraiment, c'est possible, c'est pas non plus un travail de minutie, mais d'alterner régulièrement les prises de main, qu'on soit droitier ou gaucher. Un autre geste clé, c'est la flexion, notamment pour les charges lourdes. Donc là, vous me voyez fléchi avec le dos plat, et chercher à avoir toujours ce type d'ouverture des pieds, hein, parce qu'avec un écart à peu près correspondant à la largeur du bassin ou des épaules au plus, puis un pied toujours en avant par rapport à l'autre, c'est vraiment un gage de sécurité pour ensuite fléchir les genoux. Ça permet de garder un dos plat et de préserver en fait toute la région lombaire. On pourrait y rajouter la conscience d'un gainage, c'est-à-dire de resserrer un peu le ventre pour un peu protéger encore plus le dos si la charge est lourde. Là, je vous ai mis les centres de gravité donc imaginez la fourche chargée. Là, il y a le centre de gravité de la fourche elle-même qui va se retrouver à peu près au niveau de la ferrure ici. Et le mien est ici. Donc là, je mets ma main gauche le plus près possible de la charge. Et après, je rapproche la charge de mon corps. Et c'est cette main, tout en respectant les pieds, la position des pieds dont je vous parlais il y a 2 minutes et la flexion sur les jambes. Et là, je suis vraiment dans la meilleure position pour ne pas faire supporter à mon dos l'ensemble de la charge. On va le revoir là sur un petit dessin pédagogique, hein, donc là où on voit justement la petite silhouette qui porte en respectant le fait de se rapprocher le plus possible, ça rejoint ma fourche près de mon corps. Il met ses pieds, je mets en fente, c'est la manière d'exprimer qu'on avance un pied par rapport à l'autre. Je plie mes genoux et du coup je garde le dos plat, ça suit. Là on voit à peu près tout l'inverse qu'on retrouve ici. Ce qui est important, c'est de voir le- 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 la pression que peut prendre les disques vertébraux si justement le poids est éloigné. Là, on voit bien sur la grue est capable de porter jusqu'à un point de rupture 2 tonnes si la charge est proche de son centre de gravité. Donc ça représenterait notre dos. Et alors que ça passe à 4 fois moins, je peux porter 4 fois moins lourd si j'éloigne la charge de mon centre de gravité et de la verticalité de mes aplombs. Donc on a parlé des centres de gravité, du changement de prise. Il y a une autre chose qui est importante, c'est de se déplacer. C'est-à-dire que la logique, c'est à partir du moment où je suis en charge, où je porte une charge lourde, pour me déplacer, il faut absolument que je vais mettre mes pieds dans le sens du mouvement.
et je vais plutôt favoriser les déplacements sur mes jambes parce que je suis fait pour marcher plutôt que de rester sur place et de risquer d'engendrer des torsions. Donc là, je vous ai mis quelques images de choses à ne pas faire. Là, c'est en gros l'image de la grue de tout à l'heure, mais en version réelle dans les écuries. C'est-à-dire que là, ma main est très loin de la ferrure, donc du portage près du centre de gravité. Et mon centre de gravité, lui, reste ici et j'éloigne celui de la fourche. Donc là, si je veux porter du fumier au bout de la fourche, c'est vraiment mon dos qui va être obligé de compenser avec une énorme pression sur mes vertèbres lombaires notamment. Les torsions à éviter, donc ça revient, pour éviter les torsions, je devrais revenir sur le fait de se déplacer. Là, je ne veux pas me déplacer, je dois lancer le fumier quelque part derrière moi dans un tombereau. Et plutôt que de tourner mes pieds et de marcher en portant correctement ma fourche pour déposer le fumier, je reste à la place et je balance derrière moi. Donc on se retrouve avec finalement deux gestes à éviter dans cette image-là. C'est la torsion plus la mise en pression due au fait que j'éloigne la charge de mon corps. Donc là, c'est la totale pour se faire mal au dos, il n'y a pas mieux. Par rapport aux charges à pousser, notamment les brouettes, bon, le message c'est de dire qu'en fait l'attitude idéale c'est de pousser parce que quand on tire, finalement, on met son dos et sa musculature de dos, on risque plus de traction et on met vraiment son dos à contribution. C'est difficile d'éviter une rotation du dos. C'est pour ça qu'il est préférable en fait de pousser, pardon, parce que quand on pousse, là, on met à contribution beaucoup plus ses muscles abdominaux. Donc c'est plus facile aussi d'utiliser le poids de son corps en allant vers l'avant. Et en général, donc on garde un dos plus aligné et on évite les torsions, sans compter qu'on a souvent un meilleur champ de vision. Voilà, Alors bien sûr, on parle de charge lourde, hein. Si c'est tiré une charge légère, euh, on n'a pas besoin d'être aussi attentif à la différence entre pousser et tirer. Et là, quelquefois, en discutant avec les collègues professionnels qui me disent je préfère tirer quand j'ai chargé beaucoup la brouette, oui, mais ça veut bien dire que la brouette est trop chargée, qu'il vaut mieux faire deux voyages plutôt que de se mettre dans la difficulté sur un voyage avec trop de charge. Même approche au niveau du pensage, on va retrouver l'importance des appuis, bien ressentir son corps et ses appuis avec toujours un pied en avant. Là, le message, il est aussi dans l'alternance droite-gauche, parce qu'on peut avoir tendance, je suis droitier, ben, je vais faire tout le pensage à main droite. Donc l'idée, c'est d'être dans l'alternance des deux mains. On peut même aller, pour augmenter le mouvement de toutes les épaules, la ceinture scapulaire, c'est une bonne pratique que de prendre l'étri à deux mains et même d'exagérer, d'amplifier les actions. Et on fait des études en parallèle sur le bien-être animal et on se rend compte que finalement, les pensages dits augmentés sont bénéfiques pour les deux partenaires parce que le cavalier s'en retrouve vraiment très réchauffé musculairement et au niveau articulaire. Et un cheval à qui on fait un pensage, irait un peu plus fort, bien sûr en le respectant et en l'habituant progressivement, finalement, au bout de quelques séances, est dans un état de bien-être qui font il est heureux de nous voir arriver avec le saut de pensage. On retrouve les gestes de flexion, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'aller brosser les jambes du cheval jusqu'au sabot, ça va être pareil pour le curage des pieds. Je vais respecter exactement les mêmes consignes, c'est-à-dire la fente avec mes pieds, la flexion des genoux et le dos plat. Là, je me montre en démonstration de ramasser un outil léger par terre, ça peut arriver 10 fois dans la journée. Il faut rester dans les mêmes principes, mais on peut aller jusqu'à décoller la jambe arrière faire travailler uniquement sur une jambe. Et vous verrez que dans cette posture-là, on est vraiment dans la protection de son dos. Le bridé scellé, alors je commence par le début. La selle est
est lourde. Donc déjà, il faut faire attention quand on se déplace avec la selle, si on n'a pas de chariot, de l'avoir bien près de son corps. Ça peut être sur la hanche ou carrément en passant les deux bras sous la selle. Là, en fait, je montre qu'avant de, excusez-moi, avant de porter la selle sur le dos du cheval qui est grand, je vais relâcher mes épaules. Parce que c'est prouvé qu'en laissant descendre ses épaules pour porter une charge après, finalement, on débloque bien l'articulation de l'épaule pour qu'elle puisse se mettre au service du porté. Là, c'est pas très facile à voir, mais je n'hésite pas à me coller le plus possible au cheval, quitte à faire glisser la selle sur le dos du cheval pour faire déjà une sorte de report de poids et pour éviter de porter trop la charge haute. Ensuite, le bridé, moi j'ai tendance à éduquer les chevaux à descendre l'encolure sur une action de caresse et au niveau de la crinière et des oreilles pour pouvoir à terme brider finalement sans lever les mains et en passant ma main comme font les cavaliers western entre les deux oreilles. Donc c'est pratique pour des petites personnes et c'est plus confortable pour le cheval qui va pas se retrouver à vous regarder dans les yeux et en levant la tête. Puis finalement, on n'est pas obligé de lever les mains et les épaules. Et puis là, je retrouve mes tâches de guêtre avec les principes de flexion. Là, je suis vraiment en flexion maximum. Ce qui est important, c'est pas de surtout pas mettre de genoux au sol pour pouvoir, le cas échéant, si le cheval bouge, partir en petit pas chassé sur le côté pour éviter un coup de pied. Et là, un exemple de posture à éviter où justement je descends. Alors il n'y a pas de charge à porter, c'est déjà un moindre mal, mais quand même, si ça s'est répété sur 10 préparations de chevaux pendant 10 ans, ça va vraiment faire des problèmes de rachialgie. Là, je ne suis pas assez fléchi et je suis les deux pieds parallèles. Donc je ne respecte pas et forcément mon dos ne peut pas être plat, c'est la conséquence des bonnes postures précédentes. Alors, un couplet sur le mental qui, comme je vous l'ai dit, pour moi ne se dissocie pas finalement du physique. On va essayer de vraiment travailler l'adéquation en fait entre mental et moteur, en fait, acte moteur et acte mental. Donc là, ce qu'on a voulu passer comme message, c'est d'être vraiment en condition mentalement. Là, un petit dessin sur ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est pas avoir la conscience pleine de soucis, c'est vraiment travailler en conscience par rapport à ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que souvent le mental est dominant par rapport à l'acte moteur. Et s'il devient trop dominant, bah, finalement, il anéantit tout contrôle physique à tout point de vue. Et là, souvent, l'accident arrive à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a la tête prise ailleurs et on n'est pas ici et maintenant en train de se concentrer sur le savoir-faire physique dont on a besoin. Donc, il faut absolument, dans toutes les situations où il y a une prise de risque, et c'est souvent le cas avec les chevaux, donner une priorité à l'acte moteur et à un mental qui est au service de l'acte moteur et trouver cette adéquation au maximum parce que sinon, donc ça veut dire, on sait pourquoi il ne faut pas téléphoner en conduisant, parce qu'effectivement, le cerveau ne peut pas être avec le même degré d'attention et de concentration. Je ne peux pas être concentré sur le gamin qui traverse la route et sur le texto que je suis en train d'écrire. Il faut que je passe de l'un à l'autre pour être au maximum concentré. Mais ça va être la même chose si j'ai mon portable à cheval ou si je continue à discuter en mettant les guêtres ou des choses comme ça. Tant qu'il ne se passe rien, ben ça va, mais sinon, c'est vraiment des exemples concrets où je ne suis pas dans l'adéquation mentale-moteur. C'est-à-dire que mon cerveau, mon mental, ma pensée n'est pas dans le ressenti de ce que je suis en train de faire physiquement. Donc il faut chercher à rester au maximum dans vos sensations corporelles. Voilà, jamais les perdre, toujours être dans le ressenti de ses appuis, de ses pieds. Alors comment améliorer ça depuis la nuit des temps, la respiration a une place centrale dans la vie, forcément, mais également dans le lien et l'adéquation mentale-corps. Donc, être conscient de sa respiration, chercher à l'améliorer, à la rendre plus profonde, donc plus abdominale, plus régulière, plus ample. Tout ça, c'est des pistes forcément à explorer pour être plus en conscience de son action motrice. Hein. Donc, rechercher au maximum des exercices dans ce sens-là, ou tout simplement être conscient de sa respiration en travaillant.
Alors pour aller plus loin, on parle également de récupération. Donc ce qu'il y a dans toutes les logiques d'entraînement, c'est valable au travail. C'est-à-dire que la restauration, bah, c'est tout simplement restaurer ses capacités physiques et mentales pour éviter d'avoir mal. C'est tout simplement les pauses. Donc je pense que c'est très important de réfléchir dans tous les laps de temps. C'est-à-dire que c'est bien aussi bien au niveau d'une séance, quels sont mes temps de repos, comment se fait l'alternance travail-repos au sein d'une journée avec les pauses, au sein d'une semaine avec les nuits, etc. Au sein d'un mois, au sein d'une année, avec les vacances comprises, ça peut prendre des proportions très larges dans sa réflexion et de savoir si finalement les problèmes de santé qui sont là ne sont pas liés à cette non prise en compte de la récupération au sens large. Voilà, pour aller plus loin, là, prioritairement, on cherche à faire prendre conscience que sans rien changer à son activité, pratique et caisse comprise, finalement, en bougeant mieux, en étant plus conscient de la manière de bouger, en bougeant mieux, eh ben, on limite vraiment l'usure et on reste au maximum en bonne santé. On peut aussi, après, rentrer dans des démarches pour aller plus loin. Donc là, j'ai mis des petites photos qui symbolisent tout ce qui est gainage et étirement. Hein, on se rend compte que en rajoutant des choses à notre activité, aussi bien sportive à cheval que dans les activités d'écurie, ben on peut être encore plus performant en étant mieux musclé, mieux étiré. Hein, là, ça symbolise la relaxation et le repos. J'ai mis un petit image sur la voix parce que moi je rencontre beaucoup de professionnels de l'enseignement et notamment beaucoup de femmes qui ont la voix abîmée finalement par l'exercice de leur métier. Donc là aussi il y a des choses à faire et au niveau pédagogique, apprendre à moins parler, et au niveau technique pur simplement de voix. La nutrition, là j'enfonce des portes ouvertes. Ça va de soi que la qualité de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on ingurgite, va dépendre de notre capacité à mieux bouger et à durer plus longtemps. L'exemple de trois sports, natation, course, vélo, qui sont réputés pour développer le cardio en général, avec justement les deux sports qui sont la natation et le vélo, qui comme l'équitation sont des sports portés, finalement qui sont moins traumatisants pour les articulations que la course. Et puis je termine avec le petit dessin humoristique sur la coopération, parce que le problème de santé peut venir uniquement de relations qui ne sont pas saines avec notre entourage, donc avec nos chevaux, ça ferait l'objet d'un autre débat, et avec nos collègues humains, patrons, collègues, salariés. Il va de soi que si la relation est tendue et qu'elle elle va générer un stress psychologique qui va engendrer un stress physique parce que si je suis tendu, si je suis pas bien dans ma peau, mes muscles vont se contracter et obligatoirement je vais avoir des problèmes ostéo-articulaires, peut-être uniquement liés à un problème de relation ou de psychologique. Voilà, je vais bientôt terminer. Je vais attendre vos questions, répondre aux questions que vous auriez déjà posées sur le site. Je vous remercie pour votre attention. Un message, donc de nouveau, vous pouvez télécharger cette présentation, vous pouvez répondre au questionnaire de satisfaction. Je vous redis un dernier message fort, donc prenez soin de votre corps, parce que c'est quand même le seul endroit où vous passerez toute votre vie. Donc merci à vous et je vous rejoins sur les questions. Donc l'échauffement, question 1, l'échauffement peut se faire en même temps avant même d'aller chercher le cheval ou juste avant de monter. Il peut se faire avant même d'aller chercher le cheval, hein. Là, les exemples à l'écurie, c'est bien pour montrer que je peux déjà être chaud si j'ai été attentif à la